Alors, je suis Alain Franqueville, président de la Mission française pour la culture équestre, ancien écuyer du Cadre Noir. J'ai été donc longtemps à Saumur, puis après j'ai travaillé comme entraîneur national pour la fédération. Les Amazones commencent à monter aussi, à faire, vous voyez, la légèreté dans l'emploi du cheval. Et on va avoir ici à nouveau le manège des Tuileries. Mais là, il s'est déplacé. On a le manège qui est ici. Aujourd'hui, c'est l'orangerie. Enfin, ça correspond à l'orangerie du Louvre. Et vous aviez le terrain des exercices ici, qui était le manège. Le manège manial, le mot manège, ça veut dire manier. C'est l'endroit où on maniait les chevaux. Ça ne voulait pas dire couvert. Hein, on maniait les chevaux, comme aujourd'hui on dirait une carrière. Mais à l'époque, on utilisait ce mot de manège pour manier. Donc voilà où se trouve le manège, ici, au bout. Et on est à l'époque de la Guérinière qu'on voit ici. Et la cour du Louvre. Et vous voyez que le Louvre, c'est les Tuileries ici. Le Louvre qui est le long de la Seine. Et là, c'est pas fermé. Ce sera plus tard. Donc les fameuses leçons de cette école française qui sont vraiment importantes, ça va être le travail de Pisse, dont le livre de la Guérinière va mettre en avant tous ces exercices. Il va les codifier. Il codifie la terminologie. Dans son livre, il y a un lexique. Il y a à peu près 80 mots qui donnent la précision de tous les mouvements. Ces mots, on les utilise encore, donc il en donne le sens. Mais son livre n'est pas qu'un livre d'équitation. Ça s'appelle l'école de cavalerie. Dans une école de cavalerie, il y a des chevaux. Et il y a la plus grande partie de son ouvrage, il y a l'équitation, mais c'est surtout comment on entretient le cheval, comment on le nourrit. Et il y a les équipements. Donc il y a beaucoup de pages qui sont consacrées au harnachement et également à l'élevage, aux soins et aux maladies de l'époque. Alors ça fait un peu penser aux médecins de Molière, mais ça n'empêche qu'il y avait ce goût de dire il faut soigner les chevaux. Alors, passion du cheval, en fait, je viens d'une famille de musiciens, mais comme mon père était à la garde républicaine, pas du tout cavalier, mais j'ai eu envie de monter à cheval. J'allais dans le Nord, dans la famille, il y avait des chevaux, et puis en fait, mon arrière-grand-père était carrossier, alors je pense que ça vient de là. Alors le but et les rôles de la mission, c'est de développer la culture équestre et c'est aussi de veiller au maintien de l'inscription de l'équitation de tradition française auprès de l'UNESCO. Donc on a cette double charge de veiller à l'inscription, donc on a un rapport à faire tous les 5-6 ans. Donc là, on a des arguments, on le fait bien sûr avec le Cadre Noir, l'École nationale d'équitation et l'Institut français du cheval, mais on a aussi une dimension culturelle, c'est-à-dire qu'on veut développer la culture équestre, comme on le fait ici avec ce colloque, et on a aussi un site qui nous permet de faire connaître beaucoup la littérature, l'histoire de l'équitation et les différents types d'activités équestres qui existent. Alors c'est une tradition vivante. En fait, il ne s'agit pas de constater un monument historique, mais au contraire, c'est l'aspect vivant. Tout ce qui est inscrit dans le patrimoine immatériel, ce sont des choses qui sont vivantes. Hein, il y a le patrimoine inscrit, mais qui est, lui, pas matériel. Mais nous, on est dans l'immatériel parce qu'on doit véhiculer un certain nombre en même temps, de savoirs, de techniques, et en même temps une connaissance du passé. Donc c'est cette dimension-là qui fait vivre tout ce qui a été acquis par la société. Je présenterai tout à l'heure par rapport à l'équitation. On est le fruit de toute une évolution longue d'acquisition, de savoir, de savoir-faire au fil des siècles. Eh ben, qui devrait aller dans la nature, parce que je pense que un des meilleurs moyens de découvrir la nature et les animaux qui existent, c'est pas tellement la moto, c'est pas les vélos, c'est pas les voitures, c'est quand même le cheval, parce que c'est un animal, et quand on est à cheval dans la nature sur un animal, on l'aperçoit encore mieux, parce que lui repère très vite d'où viennent les petites choses, et on regarde, il dit, ah tiens, il avait vu qu'il y avait un renard ou autre. Donc il y a ce côté naturel qu'on doit
comprendre et respecter. En même temps, l'équitation, c'est un moyen, avec cette liaison, cette relation exceptionnelle qu'on peut avoir avec un animal, de faire des choses tout à fait exceptionnelles, mais qui sont le fruit de l'histoire. On a vu qu'il y avait une histoire d'équitation très classique, mais également sportive, et ça, c'est le lien avec l'animal. On n'a pas beaucoup ça avec d'autres animaux, parce qu'on est dessus. On a ça avec le chien. Mais le cheval, on a l'avantage de créer cette communion en étant sur lui, et lui est très attentif à nos réactions. Oui, je crois. Oui, oui, tout à fait. Caroline Audac, historienne. J'ai réalisé un doctorat d'histoire à l'EHESS au sujet du théâtre équestre et du cirque, que j'ai soutenu en 2004. Et c'est un travail qui aujourd'hui reste d'actualité parce que personne n'est revenu sur ce sujet et donc je ne cesse d'être sollicitée pour intervenir sur la thématique. Les deux fils Franconi, Laurent et Henri, vont décider en 1802 de s'établir au couvent des Capucines. Et Karl Verlet va illustrer leurs prestations à ciel ouvert au couvent des Capucines. Et là, c'est très joli dessin préparatoire dont les gravures de Debucourt sont extrêmement connues. C'est environ 1806. Les Franconi sont au jardin des Capucines entre 1802 et 1806. Mais on voit que là, c'est principalement la voltige. Alors un peu plus romantique par les tenues que les tenues militaires, mais la voltige est véritablement au cœur des prestations. Du couvent des Capucines, les Franconi vont structurer des théâtres du cirque olympique. Et le premier qu'ils établissent rue du Montabor a une piste sous une structure en bois. Et en fait, le grand enjeu de tous les spectacles de curiosité, c'est d'essayer de devenir des théâtres. Pourquoi ? Parce qu'ils payent moins d'impôts, parce qu'ils ont plus de droits en termes de représentation. Je pourrais répondre à toutes les questions en la matière. Très vite, parce qu'ils sont les seuls à représenter des spectacles d'équitation considérés comme utiles à la nation, les Franconi obtiennent des dérogations qui leur permettent, dans la même structure, je repasse, là on voit qu'il y a un orchestre à droite, et là on voit qu'en fait à droite, il y a une scène. En 1812, ils reprennent l'architecture intérieure de leur cirque olympique. Et c'est une date très très importante, 1812, parce que du cirque olympique des Franconi qu'ils ont établi en 1807 rue de Montabor, leur spectacle s'appelle dorénavant Théâtre du cirque olympique. Ils établissent cette structure sur le modèle, en fait c'est Philippe Astley et ses concurrents qui en Angleterre ont créé dès 1782 le théâtre équestre en adjoignant une piste à la scène, ou plutôt une scène à la piste, permettant dès lors de proposer des spectacles qui vont permettre des scénographies beaucoup plus complexes et élaborées, et surtout une théâtralisation de l'équitation et des prestations à cheval. Alors, moi, les choses se sont produites dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce sont les publics qui va voir un spectacle et pourquoi, et en l'occurrence le spectacle de cirque. Et c'est en m'intéressant au cirque que je me suis plongée dans la culture équestre. Justement, je voulais travailler au sujet du cirque, et mon directeur de mémoire à l'époque m'avait dit tiens, il y a plusieurs références au sujet de l'équitation, et dans ma tête, à 20 ans, je dis il n'a pas du tout compris, je veux travailler sur le cirque, alors que et mes recherches auront démontré qu'en réalité, travailler sur le cirque, ça voulait dire travailler sur la culture équestre. Je suis Nicolas Chaudin, je suis auteur, romancier, essayiste, historien de l'art et réalisateur de documentaires télévisés. Le plan même de cette place doit faire office d'écrin, d'un écrin dont toutes les facettes, tous les pans seraient tournés vers un point central, l'effigie royale. Et vous avez ici la place Louis-le-Grand qui en est un parfait exemple. C'est une place octogonale car vous voyez les pans coupés au coin, qui font un effet un peu de cirque comme ça, qui orientent toutes les vues depuis les constructions de la place vers une statue, l'effigie royale. Ce modèle urbain va se répandre dans toute la France parce que, outre le programme politique qui consiste à louer de manière monumentale, spectaculaire,
en incitant à la componction, la gloire du souverain, elle a pour but aussi, cette place royale, d'uniformiser le territoire du royaume. Et cela surtout à partir du règne de Louis XIV. Donc Paris, qui est une ville rebelle, une ville un peu turbulente, très turbulente même, on crée 5 places royales. La place Dauphine, dont le dispositif est très particulier, j'y reviendrai. La place des Vosges, l'actuelle place des Vosges, qui est l'ancienne place dite royale. La place Louis-le-Grand, la place des Victoires, et plus tard la place de la Concorde, qui elle-même, comment dirais-je, adopte un parti tout à fait étonnant, puisqu'elle est très ouverte. Elle n'est construite que sur un côté. Mais toutes ces places royales tournent autour d'une effigie royale, la plupart du temps une effigie équestre. Alors je ne suis moi-même pas un écuyer, je suis un cavalier du bocage. Je monte comme un hobereau dans les chemins creux, etc. Donc je pense que l'équitation de tradition française peut être une tradition vivante si elle est enseignée dans l'intégralité du bagage culturel qu'elle transporte avec elle. Et j'ai peur que, comme dans tant d'autres disciplines, on ne veuille pas trop s'embarrasser du passé, sous prétexte que le cerveau de nos jeunes, entre guillemets, serait trop étroit pour emmagasiner tant d'informations. C'est un tort. L'équitation de tradition française se nourrit de siècles et de siècles d'enseignement de l'équitation, à l'époque du reste où l'équitation n'était pas qu'un sport, une discipline sportive, mais où l'équitation était quelque chose qui allait au-delà, qui tenait au paraître, qui tenait à la solidité en société, qui tenait aussi à l'enseignement de vertu, de tempérance, de tact et d'intelligence, à vrai dire.